BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et il fallait le faire venir, le patron de la semaine, parce qu'on est en pleine période d'agitation autour des biotech. On en a parlé pendant les premières parties. Et l'homme qui a financé beaucoup de biotech, qui a financé notamment Carmat, on ne va pas en parler tout le temps, mais on va en parler quand même, c'est vous, Philippe Pouletti. Vous êtes président fondateur de DINNOV, vous nous expliquerez ce que c'est. Vous êtes directeur général fondateur de Truffle Capital. Alors d'abord, Truffle Capital, c'est quoi, en deux mots? C'est une équipe de gestion de 3 partenaires. On travaille ensemble depuis 12 ans. On est une société de gestion indépendante. Vous l'avez monté ensemble? Oui, on l'a monté ensemble. C'est du capital risque? C'est du capital risque. On gère à peu près 650 millions d'euros, des FCPR, des FCPI, un peu de notre argent. Et on essaye de créer et de financer et de faire grandir des sociétés technologiques. Donc technologique, il y a quoi? C'est la biotech, c'est que biotech? C'est biotech, medical device, medtech. C'est aussi IT, c'est un peu d'énergie, de clean tech. C'est là où on se dit qu'on peut changer la vie des gens si les produits développés par ces sociétés réussissent. C'est pas un but associatif, hein. Non, bien sûr, puisque notre but c'est de faire gagner de l'argent. Quand vous parlez comme ça, faire changer la vie des gens. Non, mais changer la vie des gens, c'est un produit, gagner de l'argent et faire changer la vie des gens. Un produit qui change la vie des gens, que ce soit dans le domaine médical ou énergétique, a des chances de faire une société qui gagne beaucoup d'argent. C'est pas toujours vrai, ça aussi? Je crois que justement en France, le défaut, c'est de ne pas se rendre compte que les produits d'innovation de rupture ou d'innovation radicale sont moins risqués que l'innovation marginale. Alors, est-ce que je dois vous appeler professeur? Parce que je crois que vous avez une formation médicale. Docteur peut-être, mais je crois que ma maman ne me verra jamais professeur. Alors, quelle est votre formation? Parce que c'est intéressant. Je suis médecin, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien élève de l'Institut Pasteur. J'ai été faire de la recherche à Stanford. J'ai passé 13 ans en Californie à monter une première entreprise qui a bien réussi. Et puis après, je me suis dit, tiens, en France, plutôt que de venir... Pourquoi vous êtes revenu, justement? Parce que d'abord, les enfants, il fallait faire un choix, américain ou français. Donc aujourd'hui, on est content. Mon fils a fait Polytechnique, ma fille est interne en pédiatrie. Aujourd'hui, vous êtes vraiment content? Avec le recul? Oui, je suis content parce que je suis un optimiste pathologique. D'accord. Donc vous ne regrettez pas d'être revenu en France, il y a 10 ans? Non, parce que j'aime beaucoup Paris, la Dordogne, la Corse, les amis, et qu'on peut faire quand même beaucoup de choses en France. Il faut arrêter de se lamenter, ça pourrait être mieux, mais on peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a dérapé dans votre vie quand vous êtes passé de la médecine au capital risque? Je crois que je viens d'une famille, depuis mon arrière-grand-père italien, maçon, où on est plutôt des entrepreneurs. Donc, maçon. Oui, j'ai juste le truc. Donc, correspond. Ce qui m'a fait déraper, c'est un peu les hasards de la vie, mais je voulais aller passer du temps aux États-Unis, ce que j'ai fait après mon internat en médecine. Et là, quand vous êtes un Français classique, que vous baignez dans la Silicon Valley, vous êtes obligatoirement, au bout de 6 mois, transformé en entrepreneur si vous ne l'étiez pas. Donc c'est ça qui vous a transformé. Vous seriez resté en France? Vous pensez que vous seriez devenu entrepreneur ou pas? Je l'étais déjà un peu en France. J'avais monté une conférence d'internat, j'avais monté une première société de biotech avec d'autres. Mais bien sûr, ça a été une formidable leçon. Alors quand vous voyez, on en parlait tout à l'heure, on a eu des gérants, on a eu un gérant qui nous a dit attention, bulle sur les biotech, c'est le délire complet. Je rappelle quand même pour les gens qui nous écoutent, qui suivent pas le marché tous les jours, qu'il y a une introduction en bourse quasiment de biotech tous les jours. Donc tous les jours une biotech avec, on a du mal à comprendre quand même, pas de chiffre d'affaires, c'est le principe quand même souvent des biotech, des pertes qui sont abyssales et des valorisations qui sont complètement folles. C'est biotech dans le CAC PME. Alors vous nous dites bulle ou pas bulle? Alors vous voyez ce que vous dites là, c'est ce qu'on disait aux États-Unis au début des années 90. Des entreprises avec des hauts market cap et pas de chiffre d'affaires. De quoi on s'est rendu compte? C'est que c'était ces entreprises qui nourrissaient le pipeline des groupes pharmaceutiques. Donc en fait, leur valeur était avérée, parfois certaines trop hautes, d'autres trop basses. Je comprends le principe. Oui. Mais est-ce qu'il n'y en a pas trop? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit arriver, enfin moi je lis, j'y connais rien, mais j'ai vraiment l'impression que le type débarque avec son truc, il dit voilà, j'ai trouvé une solution au cancer de je sais pas quoi, et puis on y va, et puis ça vaut 500 millions. C'est pas des investissements
pour tout le monde de parier sur une seule entreprise. Il vaut mieux mutualiser ses investissements. C'est mieux si vous savez un peu vous-même quel est ce domaine. Difficile, pour un particulier, c'est pas facile quand on lit. Ce qui est important, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a un besoin médical important? Est-ce que l'innovation est forte? Est-ce que l'équipe de management est de première classe? Est-ce que le conseil d'administration est de qualité? Et est-ce que l'entreprise tient ses objectifs? Voilà. Donc, maintenant, bulle ou pas bulle? Je ne pense pas que ce soit une bulle. Parce vous regardez tous les dossiers qui sortent. Vous n'êtes pas investisseur dans tous ces dossiers. Vous mettriez votre argent dans la plupart des dossiers ou pas? Alors nous, on investit très tôt à la création des sociétés. J'ai investi beaucoup, bien sûr, dans beaucoup de sociétés de biotech et medtech, parce que c'est un domaine qui est contracyclique. Quelle que soit l'économie, on a besoin de nouveaux médicaments, dispositifs médicaux. Les révolutions médicales, que ce soit en cancérologie, dans les maladies chroniques, en chirurgie, où on fait plus de chirurgie à cœur ouvert, mais on passe des cathéters et des sondes, ça va continuer. Et la France était très en retard dans ce domaine, alors qu'elle a un formidable potentiel d'innovation. Il y a de très bons chirurgiens, de très bons médecins. Pas bulle. D'abord, je suis beaucoup moins bon que vous à faire des prévisions. Non, moi, je prédis bien rétrospectivement. Mais bien sûr que quand nous introduisons des sociétés dont nous sommes actionnaires, Théraklion en ce moment, c'est parce que nous pensons qu'elle a atteint un stade de maturité et de validité. Alors si on a un peu cette excitation sur les biotech, c'est un peu de votre faute, hein, avec Carmat, non? C'est vrai qu'en 2010, quand personne ne faisait d'introduction en bourse, nous avons introduit Deinov, Neovax, Carmat à 3 mois d'intervalle. Parlez-nous de Carmat en 2 secondes, parce que le parcours boursier est juste spectaculaire. On parlera, et on a beaucoup entendu parler, vous êtes venu sur pas mal de plateaux pour parler de l'aspect, je dirais, médical. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'aspect aussi financier. C'est une histoire financière fabuleuse. C'est une histoire financière fabuleuse. Ça montre quoi? Ça montre quand vous avez une équipe formidable, Alain Carpentier, Christian Latrémouille, d'autres chirurgiens de ce calibre international, quand vous avez des ingénieurs exceptionnel, quand vous avez un besoin médical mondial d'envergure et que vous en donnez les moyens, vous pouvez réussir. Alors justement, ces moyens, vous les avez eus comment ça a commencé? Ce qui m'intéresse, c'est le financement, c'est-à-dire du premier jour, qui a mis combien d'argent et comment vous êtes... Pendant une dizaine, 12 ans, c'est Matra Défense, EADS, Jean-Luc Lagardère, qui a mis à disposition d'Alain Carpentier, le chirurgien, une dizaine d'ingénieurs, en disant, vous m'avez aidé, de moyens, quoi, on va dire. Moyens. D'accord. Et puis, en 2008, EADS, Matra Défense, ont dit, c'est pas notre métier. C'était le moment du plan Power 8. Ils avaient autre chose à faire. Donc, personne ne voulait financer cette aventure extraordinaire. Moi, j'ai la chance d'avoir la transplantation d'organes dans mon passé, je connais bien le domaine, donc j'ai pas eu besoin de consultants, d'études de marché. Vous êtes dit banco, j'y vais. Mais bien sûr, quand j'ai regardé un peu la technologie, les brevets, les gens, on a dit on y va. Donc là, vous financez, vous avez on a financé la création de la société. EADS, je leur ai demandé de participer. On voulait surtout pas qu'ils sortent totalement. Alain Carpentier et sa fondation ont participé. Et puis ensuite, on s'est dit, où est-ce qu'on va chercher l'argent? Alors, Oseo a beaucoup aidé l'entreprise, aujourd'hui BPI. Et puis, on essayait de faire un tour de table privé. C'était difficile. Les gens se disaient, ah là, c'est risqué. Faudrait peut-être prendre des consultants pour savoir si ça marchait. Ça va marcher. En 2010, on s'est dit, le marché boursier est la bonne voie parce que c'est une histoire qui parlera aux gens. Et là, vous avez levé combien en bourse? Alors, l'introduction en bourse, 16 millions, 2010, 2011, 32 millions de demandes, et puis là, des